Bonjour, c'est Guy et je suis là pour vous parler de ma série préférée. Attention, je pars du principe que vous avez tout vu et tout lu de Twin Peaks, donc je ne vais pas perdre trop de temps en description. Et bien sûr, cette vidéo sera truffée de spoilers majeurs. Avec cet épisode, nous entrons de plein pied dans la dernière ligne droite de la saison. On commence avec Nadine, qui, radieuse, décide de libérer Ed de leur mariage. La situation serait donc réglée et Ed serait enfin libre après presque 50 ans de mariage avec Nadine. Libre de vivre son histoire d'amour avec Norma. Il était temps. Norma, elle, fait le ménage également de son côté. Ça fait du bien un peu de bonheur dans la série. Même Shelly en est tout émue. Mais est-ce vraiment réglé pour autant ? N'oubliez pas que des coups de feu ont été entendus chez Ed par Jesse. Nous ne savons toujours pas ce qui s'est passé, et c'est sûrement une scène qui se passera dans le futur. La deuxième séquence nous fait accompagner Mr. C au Convenience Store, qui est bien la zone qu'avait aperçue Gordon Cole dans le Vortex. L'endroit est gardé, et sans doute géré par les clodos de l'espace. D'ailleurs, Mr. C s'adresse à l'un d'eux pour lui demander à parler à Philip Jeffries. Celui-ci semble à la place de l'homme des bois qui faisait de la lumière dans le film. À ce moment, nous revoyons l'homme qui saute que nous avions vu également dans le film. Dans un flash, nous devinons également le visage de Sarah Palmer, ce qui renforce ma conviction qu'elle n'est pas habitée par la Dark Mother, contrairement à ce que pensent beaucoup de fans sur internet. En effet, comme je le disais dans mes commentaires de la vidéo précédente, je ne pense pas que ce soit Mother qui soit dans Sarah, qu'il s'agit d'autre chose. Et cette autre chose est la bestiole, à mon avis, de l'épisode 8. Il serait fortement probable que la bestiole soit en réalité l'homme qui saute, issu d'un des nombreux œufs de Mother. Il est difficile pour le moment de pouvoir tirer des conclusions sur cette séquence. Toujours est-il que nous avons la confirmation que l'énigmatique Judy est centrale pour la résolution du mystère, et que quelqu'un s'est bien fait passer pour Philip Jeffries auprès du mauvais Cooper. Mais qui ? Et aussi pourquoi vouloir lui voler Bob et faire retourner Mr. C dans la loge ? Quelles sont les motivations de cet imposteur ? Nous terminons cette séquence avec la rencontre entre Richard Horne et probablement son père. Les deux-là vont forcément former un duo démoniaque. S'ensuit une scène avec Steven et sa maîtresse, Gretchen Hayward. Tous les deux semblent complètement drogués. Rappelez-vous que Becky avait appelé sa mère pour lui dire que Steven avait disparu depuis 2 jours. Qu'a-t-il fait durant tout ce temps ? En tout cas, ce moment se déroule bien après la scène de bagarre du couple où une tasse de café avait volé à travers la vitre, puisque nous y voyons toujours le trou. Bref, le couple illégitime traîne en forêt et semble parler de suicide, sans doute sous l'effet de la drogue. Et l'homme qui promène son chien dans la forêt et qui va dire à Carl qu'il a vu Steven dans les bois, vous l'avez reconnu ? Il s'agit de Mark Frost, qui fait ici son petit caméo. Ensuite, nous suivons James et Freddy au Roadhouse, où ce sacré James fait preuve du maximum d'intelligence dont il semble capable. S'ensuit alors une bagarre où nous faisons très brièvement la connaissance du fameux Chuck qui avait volé le camion de Billy. Il s'agit de l'histoire dont parlait Charlie avec Audrey dans l'épisode 12. La bagarre enverra Freddy et James en prison, dans les cellules voisines de Chad, et aussi de la femme sans yeux et de l'homme qui crache du sang. Voilà en quoi James va pouvoir être rattaché à l'intrigue principale. Ils vont sûrement pouvoir protéger la femme sans yeux. Puis petit détour à Vegas, où le couple de tueurs règle son compte à Mr. Todd et vont s'apprêter à s'occuper de Doogie. D'ailleurs, parlons-en de Doogie. Quand on le voit tripoter les objets sur la table, puis la télécommande, on se dit que la Black Lodge continue de lui envoyer de petits signaux verts. Et voici qu'en regardant le film Boulevard du Crépuscule, qui est l'un des films favoris de David Lynch, où se trouve un personnage se nommant Gordon Cole, commence à lui faire revenir ses souvenirs. Doogie voit la prise électrique et semble vouloir y retourner, pour sans doute retourner à son ancienne vie, retourner dans l'épisode 3. Il sent peut-être que c'est l'endroit où il faut retourner afin de revenir en arrière. Mais est-ce seulement possible ? Réponse dans le prochain épisode. En tout cas, le retour de Dale Cooper semble bien amorcé dans l'épisode 15, qui est l'épisode où Cooper aurait dû revenir, voir la théorie développée dans la vidéo sur l'épisode 13. Enfin, nous assistons à l'une des scènes les plus émouvantes et les plus éprouvantes de toute la série. La femme à la bûche qui annonce être mourante à Hawk, puis ce dernier qui annonce au reste de l'équipe qu'elle est bien décédée dans la nuit. On finit sur une scène entre Charlie et Audrey, sans que l'on puisse aller plus loin à ce sujet, mais il est clair que l'histoire d'Audrey sera essentielle pour la résolution de l'intrigue. Plus que 3 épisodes pour finir, ça risque d'être vraiment très dense.
Pour compléter ma théorie sur la figure de Lilith, qui semble être l'archétype mythologique qui se rapproche le plus de la Dark Mother, il y a une chose dont je viens de me souvenir, issue du livre de Mark Frost. Il y a un passage sur Jack Parsons, un ingénieur de l'aéronautique américain et adepte de l'écrivain Alistair Cromwell, qui dirigeait une secte nommée Thelema. Voici ce que disait l'agent Tamara Preston sur cet auteur sulfureux et sur la signification du nom de cette secte. C'est à la page 248 du livre L'histoire secrète de Twin Peaks. Thelema est un terme grec dont la traduction littérale est volonté ou intention. Il fut pour la première fois utilisé comme clé de voûte d'une religion antichrétienne dans un roman satirique de Rabelais, au XVIe siècle. Cromwell se l'appropria plus tard pour ses dessins, qui n'avaient assurément rien de satirique. Il s'attribua le mérite d'avoir inventé tout ce qui touchait à Thelema, après une série d'expériences mystiques vécues en Égypte, prétendant avoir rédigé la doctrine de sa nouvelle religion en état de transe. Bon nombre de ses écrits furent inspirés, ou plutôt copiés de l'Apocalypse de Jean. D'un côté, ce Cromwell est fascinant. Cet Anglais iconoclaste issu de la haute société alpiniste et écrivain fut le premier occidental à prendre le temps d'étudier auprès de Lama au Tibet. D'un autre côté, il a tout d'un méchant tout droit sorti d'un film de James Bond, dégoûtant et perverti. On ne l'appelait pas pour rien l'homme le plus maléfique de la planète. Bref, son adepte, ce Jack Parsons, et quelques autres essayèrent vers la fin des années 1940 d'invoquer sous forme humaine celle qu'ils appelaient la mère de toutes les abominations, nommée Babylone, c'est-à-dire une occurrence de Lilith, qui est une figure centrale de l'espèce de religion initiée par Alistair Cromwell. Parsons essayait d'ailleurs de l'invoquer avec des explosions, peut-être dans le but de déclencher la fin du monde. Voici ce que nous expliquait Tamara à la page 258 à propos de cette divinité. La déesse Babylone est une référence à un personnage emprunté et réinterprété par Cromwell à l'Apocalypse de Jean. Ce texte est apocalyptique dans son fond comme dans sa forme, même si le débat consistant à déterminer si son auteur l'a voulu littéral ou métaphorique reste aujourd'hui encore ouvert. Et voici une information que j'ai réussi à trouver sur un groupe Facebook italien. Dans le livre, visiblement encore inédit de Cromwell en France, The Vision and the Voice, la vision et la voix, il y a un passage où il est dit que Babylone, soit celle que j'appelle la Dark Mother ou Lilith, a une fille, et qui est décrite à peu près ainsi. Elle a des paupières profondes, et ses yeux sont fermés, ou presque fermés. Il est impossible de parler d'elle. Elle est nue. Cela rappelle donc fortement le personnage qui a réapparu dans l'épisode 14, et qui s'avère être essentiel selon Andy. Je suis un peu déçu d'avoir oublié tous ces détails, car j'ai lu le livre L'histoire secrète de Twin Peaks l'an dernier, et j'avais complètement occulté ce passage. En relisant ce morceau la semaine passée, je me suis vraiment rendu compte que tous les indices étaient bel et bien là depuis le début. Et le fait que j'ai pu remonter cette source pour élaborer mes théories sans avoir eu recours au livre, en quelque sorte, et arriver aux mêmes conclusions, me font dire que l'intrigue est sacrément solide et bien écrite. Même si, c'est vrai, pas toujours facile à suivre. En tout cas, tous ces indices, la lune noire, Babylone ou Lilith, le troisième monde, mènent à une seule conclusion. L'ombre d'une fin du monde plane bien à Twin Peaks. Vous avez été plusieurs à me reprendre sur ma traduction de Fireman. C'est ainsi que dit s'appelait le géant Andy dans l'épisode 14. J'avais repris la traduction officielle des sous-titres de Canal+, qui me semblaient les plus justes. En effet, beaucoup m'ont dit qu'il fallait traduire ce terme par pompier, et non pas par homme du feu. Mais je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est bien l'homme du feu qui est le bon terme. Celui qui est le gardien de ce feu, qui doit l'attiser lorsqu'il faiblit, mais aussi qui doit l'éteindre s'il brûle de trop, ou s'il est corrompu, comme un feu noir. Car le feu est l'énergie de l'univers, le feu sacré est comme l'électricité moderne, nous disait Hawke dans l'épisode 12. Et Margaret disait dans l'épisode 10 qu'elle sentait ce feu faiblir, comme si l'univers allait s'éteindre et que tout allait se terminer. Ce qui semblait confirmer la chanson qui suivait et concluait l'épisode. No stars, pas d'étoiles. Bref, pour moi ce feu est la vie, la structure de l'univers ou de la réalité en quelque sorte. Et il est menacé. C'est pourquoi le feu dans Twin Peaks n'est pas forcément négatif. De plus, le mot pompier se dit plus souvent firefighter en anglais, même si fireman est possible. Donc, à mon avis, si David Lynch avait voulu faire passer l'idée d'un pompier, je pense qu'il aurait utilisé le terme firefighter. De la même façon que les clodos de l'espace sont nommés ici et là comme étant des hommes des bois et non pas comme des bûcherons. Cela suit donc une certaine logique. Et enfin, le mot fireman correspond à un autre métier, qui a plus de sens par rapport à tout ça. Il s'agit des hommes qui alimentaient en charbon le feu des locomotives à vapeur. En plus, je pense qu'on peut dire que le mobilier du géant est contemporain de l'époque des locomotives à vapeur. Vous ne trouvez pas ?
Sachez que c'est ma toute dernière vidéo d'analyse avant la fin. Je réaliserai une grosse vidéo d'explication sur le final et l'ensemble de la saison dans le courant du mois de septembre, mais je ne sais pas encore quand. Mais rassurez-vous, je ne vous abandonne pas, car ma prochaine vidéo sera réalisée avec mon compère Carlos Rodrigo où nous ferons un pré-bilan de cette saison 3. Elle sera publiée sur YouTube la semaine précédant le final. Et si cela vous dit, je pourrai également organiser des débriefs en direct sur YouTube les lundis soirs à partir de 23h30, pour l'épisode 16, mais aussi pour le final. Si vous avez des questions à nous poser pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!